Donc vous êtes médecin, cancérologue, généticien, vous avez présidé la Haute Autorité de Santé, vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous avez accepté aujourd'hui, pour ces rencontres de l'INCa, de relever un défi, nous raconter 15 ans de recherche, qui est quand même plus, c'est vrai que vous remontez bien avant, donc en 20 minutes seulement, ce qui est quand même un défi, une gageure. Alors une histoire faite de rupture, de victoire, d'échecs, de tâtonnements, et c'est ce que vous allez nous expliquer tout au long de cette intervention. C'est à vous. Merci beaucoup, merci bien. C'est vrai que je remercie tout d'abord Norbert Ifra et Christine Chaumiette pour cette invitation. Je les remercie d'une part, mais de l'autre côté, c'était un défi de parler de l'histoire des concepts du cancer, du traitement du cancer. Je le ferai peut-être en 4 parties. Une première partie pour voir un peu ce qu'ont fait les pionniers qui nous ont ouvert un nouveau monde. Ensuite, je regarderai les tâtonnements, les hésitations, les difficultés qu'on a pu avoir pour venir au travail pas à pas qui a permis de faire des très grands progrès et enfin les ruptures, les sauts technologiques, comme on le dit aujourd'hui. Tout d'abord, les pionniers. On nous a dit que, ma foi, c'était décrit depuis 1890, la cellule cancéreuse. En fait, la première description que j'ai trouvée, c'était par M. Alfred Donnet, qui était avocat, et puis ensuite il a voulu être médecin. Il était passionné du microscope. Il regardait jour et nuit, à tel point que son assistant, qui s'appelait Léon Foucault, celui du pendule, lui a fait fabriquer un arc électrique pour qu'il puisse regarder la nuit, parce qu'autrement, c'était le miroir et le soleil. Et je vais vous raconter ce qu'il a décrit en regardant les lames d'une personne qui était une femme morte assez jeune de la fièvre, d'hémorragie, avec une grosse rate. En 1844, dans ses cours de microscopie, je suis porté à croire que l'excès de globules blancs tient à une sorte d'arrêt dans l'évolution du sang. D'après la théorie que j'ai donnée de l'origine et du mode de transformation des globules sanguins, la surabondance des globules blancs ne serait que le résultat d'un arrêt de développement dans ces particules transitoires. En fait, c'est la définition actuelle du cancer. C'est donc un blocage de différenciation. Alors qu'une année plus tard, Hugh Bennett, en Angleterre, à qui on attribue la première description des leucémies, disait que c'était du pus dans le sang, et que Virchow donc, parlait surtout de sang blanc et puis ensuite un peu de prolifération. C'est assez étonnant donc, que le premier pionnier nous ait décrit ce qui était en fait la vraie cytologie, et ensuite est devenue l'anatomopathologie, la cytogénétique, jusqu'aux signes, les omics et les signatures actuelles des leucémies et des cancers. Le deuxième peut-être exemple de ces pionniers, c'est en fait une histoire assez hilarante, puisque c'est un chimiste qui faisait des soirées hilarantes. Et parce qu'il mettait du protoxyde d'azote et tout le monde rigolait. Et en fait, quand il y avait ces soirées, il y a eu un monsieur qui s'appelait, je retrouve son nom, Horace Well, qui regarde et puis qui voit que quelqu'un qui avait un membre meurtri ne sentait plus rien. Et donc, il s'est dit, tiens, on peut supprimer la douleur par ce biais. Et en fait, Velpeau disait, on ne pourra jamais faire de chirurgie tant qu'on n'a pas supprimé la douleur. Et donc, c'était de l'autre côté de l'Atlantique, la même année, en 1844, est décrit cette première anesthésie. Il a essayé ensuite, mais ça ne marchait pas très bien parce que les doses de protoxyde d'azote se diffusent dans l'air et ça ne marchait pas très bien. Mais 2 ans plus tard, c'est un autre dentiste, un arracheur de dents, qui mettait de l'éther pour arracher les dents et s'aperçoit que là, ça suffisait pour ne plus avoir de douleur. Et la première tumeur ôtée, c'est fait, même exérèse de tumeur cervicale, c'est faite la même année, en 1846, grâce à l'éther. Et donc, ça a ouvert totalement la chirurgie. Le fait qu'on anesthésie a permis de faire cette chirurgie qui fait des exérèses, donc des tumeurs. La troisième grande avancée, on la connaît bien, c'était non seulement la réaction, je trouvais des rayons X, mais ce qu'a trouvé Marie Curie avec la radioactivité. Les rayons X ont permis, certes, l'imagerie, mais la radioactivité pouvait permettre peut-être des applications médicales. Mais à cette époque, en fait, ce n'était pas Marie Curie qui est rentrée dans cette histoire, mais c'est Émile Roux, qui était le patron de l'Institut Pasteur, qui a décidé de faire un institut du radium, qui est devenu l'Institut Curie, et pouvoir traiter en fait ces patientes. Il a fait un appel à Claudius Regaud, qui était à Lyon.
Marie Curie était fortement vexée, et d'ailleurs elle a demandé à ce qu'elle soit présidente du jury pour voir quel était ce candidat qu'elle ne connaissait pas et avec qui elle devait co-diriger cet institut du radium. Donc voilà trois grandes découvertes en fin de compte qui ont fait ouvrir des champs nouveaux, qui étaient à la fois la partie cytologie et diagnostic, la partie radiothérapique et enfin la chirurgie, donc grâce à l'anesthésie. Mais ensuite, l'histoire est bien plus compliquée et plus difficile. Tout d'abord, les chercheurs ont bien compris que quand on greffait une tumeur d'un animal à un autre de la même espèce, eh bien la tumeur, au lieu de proliférer, elle diminuait et elle s'éteignait. Et puis quand ils faisaient une deuxième greffe, alors là, elle s'éteignait encore plus vite, elle disparaissait. Ils se sont dit, mais là, il y a une réaction immunologique importante. Et donc, ils ont travaillé sur, avec l'immunologie antitumorale. Beaucoup de personnes comme Little, etc., ont travaillé dessus, juste en disant, voilà, on a une découverte, c'est l'immunothérapie. On va pouvoir traiter les gens, ou en tout cas, on voit qu'il y a une réaction immunologique. Mais c'est grâce à Snell. George Snell était un homme assez particulier, il vivait reclus, il ne publiait pas, il ne faisait aucune conférence. Il était dans son animalerie, il collectionnait les souris qui étaient avec des défauts génétiques. Et donc il a aussi fait cette expérience, et il s'est aperçu, avec le nombre de souris qu'il avait, que quelques-unes d'entre elles, non, la tumeur ne disparaissait pas, mais par contre, la tumeur proliférait. C'est bizarre que ces souris, ça prolifère. Et donc, il a eu l'idée de dire, en fait, ce ne sont pas des immunologies antitumorales, c'est en fait de l'histocompatibilité, c'est la compatibilité tissulaire qu'il y a derrière. Et donc, on s'était un peu fourvoyé en pensant qu'il y avait une vraie immunité tumorale, alors que c'était en fait compte de l'histocompatibilité. Et pour aller plus loin, M. Snell, George Snell, c'était un grand homme que j'ai connu, j'ai vu à la fin de sa vie, mais c'était un homme qui était particulier, opiniâtre, ne parlant pas beaucoup. Et il avait fait pendant 4 ans des croisements de souris, de telle sorte qu'elles étaient toutes identiques, sauf pour le gène d'histocompatibilité. Et malheureusement, il y a eu un grand incendie de l'Acadie qui a détruit totalement en fait, son animalerie, juste au moment où il arrivait, après 4 ans de travail, à avoir ses souris. Eh bien, qu'a-t-il fait? Il a recommencé à zéro, à refaire ses croisements. Il y croyait tellement, et ça a été la base de toutes les recherches sur l'histocompatibilité. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel avec Jean Dossé en 1980 pour ses travaux. George Snell donc, nous apprend qu'en fait, il n'y avait pas d'antigène tumoral. Pourtant, cette idée restait dans la tête de tous. Moi, j'ai assisté en 1971 à un congrès organisé par François Kourilski, où il y avait tous les plus grands de ce monde, où ça s'appelait tissu antigène, transplantation antigène. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était différent? Mais in fine, on s'était aperçu qu'on ne voyait que de la transplantation antigène, c'était que de l'histocompatibilité et pas de tumeur. Il n'y a pas d'antigène de tumeur. Une deuxième recherche qui nous a entraîné dans d'autres chemins, c'est celle de savoir s'il y avait un virus ou pas un virus dans les cancers. Et Raoult avait montré qu'il y avait un virus aviaire. Et donc, on croyait qu'il y avait vraiment... Il y avait plus, après ça, il y a Freind, Moloney, d'autres ont trouvé des virus chez les animaux. Mais on croyait tellement qu'il devait y avoir un virus chez l'homme que le NCI a donné tout son argent pendant 10 ans avec des instituts construits pour chercher le virus humain. Et en fait, on n'a rien eu, rien trouvé, à tel point que le NCI, au bout de 10 ans, a dit « arrêtons tout ça ». Et il a mis tout son argent pour arrêter le tabac. Il a eu beaucoup plus de succès en arrêtant le tabac qu'en travaillant sur les virus. Mais Bob Weinberg, que vous avez vu tout à l'heure, 5 ans plus tard, a dit mais ce ne sont pas en fait des virus qui nous apportent quelque chose, mais ces gènes qui sont apportés dans les virus des animaux, on les a déjà chez nous. Donc il a appelé ça des oncogènes. Il a trouvé donc ainsi RAS, il a trouvé des anti-oncogènes, qu'il a appelé RB. Donc est venue toute cette notion qu'en fait, il n'y a pas de virus qui permettait de faire, en fait, d'être à la genèse d'un cancer, mais par contre, on avait en soi des éléments assez dangereux qui pouvaient muter et devenir assez dangereux. Donc, cette histoire nous a montré qu'on était un peu hors chemin, mais on se fait découvrir, grâce aux oncogènes, anti-oncogènes, tout ce qu'on appelle la physiologie cellulaire, en tout cas la biologie cellulaire, parce que par ces anomalies, on a mieux compris le cycle cellulaire, la transduction et bien d'autres choses. Vous voyez que dans le premier cas, on a trouvé plutôt l'histocompatibilité. Dans le deuxième cas, on a fait toute la physiologie cellulaire.
Prenons un troisième exemple qui montre aussi nos difficultés. Lorsqu'on a trouvé un premier médicament contre le cancer, ça s'appelait la cispercatopurine ou purinétol. D'ailleurs, Gertrude Aylion et donc Eshkin ont eu le prix Nobel pour cela. Mais lorsque on a trouvé ce médicament, il y avait aussi, peu après, on a trouvé une prodrogue qui donnait la même chose, qui s'appelait Immurel ou azatioprine. Donc, cispercatopurine ou purinétol et Immurel, c'était la même chose, puisque l'un c'est la prodrogue de l'autre. Et pourtant, on s'est servi du premier que pour les leucémies et les cancers, et du deuxième que pour tout ce qui était auto-immunité ou tout ce qui était rejet de greffe. Et là, on se posait problème. Comment un médicament contre les leucémies peut servir aussi pour diminuer l'immunité, puisque fait anti-rejet de greffe, c'est assez difficile. Et ensuite, sont venus bien d'autres médicaments qui servaient pour les deux domaines. On a eu notamment le méthotrexate, qui sert aussi pour les maladies inflammatoires, mais aussi pour les leucémies. On a eu ensuite la cortisone, qui servait pour les deux, pour traiter les leucémies aiguës lymphoblastiques et aussi pour bien d'autres problèmes de rejet. On a eu aussi, je prends les exemples, l'endoxan, qui a été pour les deux, l'auto-immunité et pour les cancers. On a aussi le méthoxantrone, qui a servi pour traiter des leucémies, mais aussi la sclérose en plaques. On a eu encore, dernièrement, les inhibiteurs de mTOR, notamment avec le sirolimus, mais surtout tous ces dérivés. L'un, le tacrolimus, pour ce qui était le rejet de greffe, et l'autre, Afinitor, pour le cancer du sein. Donc là, il y a une confusion en se disant comment on peut augmenter l'immunité pour aller contre le cancer et comment on peut diminuer l'immunité pour aller contre l'auto-immunité et le rejet de greffe avec les mêmes médicaments. Et c'est peut-être à l'éclairage des nouvelles immunothérapies qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, ça fait que c'est deux mondes qui ne se parlaient pas. Les immunologistes d'un côté avec les maladies immunologiques et d'autre part les gens qui traitaient, les oncologues qui traitaient les maladies cancéreuses. Il y avait deux mondes qui ne se parlaient pas alors qu'ils employaient les mêmes médicaments. Vous voyez que tout ceci fait que ce n'est pas par ce biais-là qu'on a pu trouver ce qu'il fallait. Et donc le troisième concept est celui du travail pas à pas. Pas à pas parce qu'avec les moyens qu'on avait, en mélangeant notamment plusieurs médicaments, la polychimiothérapie pour les leucémies, ou en mélangeant la chirurgie, la radiothérapie et les traitements adjuvants pour les tumeurs solides, on a fait des progrès, on a avancé. Et d'ailleurs, je pense qu'André Baruchel va vous raconter un peu une histoire de succès où on a réussi. Mais on a réussi aussi à traiter la maladie de Hodgkin par ce biais, le cancer du sein et bien d'autres que la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. Mais c'est par ce travail vraiment opiniâtre, méthodique, progressif qu'on a pu en fait avancer et traiter efficacement ces patients. Une deuxième voie d'ailleurs a été le ciblage. Le ciblage non seulement par la radiologie interventionnelle, non seulement par la chirurgie avec des fluorochromes, non seulement par la dronothérapie, on essaie de cibler de plus en plus, et les derniers médicaments avec les anticorps monoclonaux, qui sont des armes qui vraiment ciblent ce que l'on veut, là, on a fait aussi des progrès. On traite de plus en plus en fait, tous ces patients. Une troisième voie a été un peu plus difficile de se dire on peut enlever et remettre et remplacer l'organe. Notamment la greffe de moelle, et ici Georges Mathé en France a été un pionnier. Il a trouvé d'ailleurs, c'est lui qui a décrit la réaction du greffon contre l'hôte, et qui d'ailleurs entraîne une réaction du greffon contre la leucémie. Donc on peut enlever en fait un organe. Le foie aussi, on a essayé de traiter en enlevant une partie du foie ou le foie atteint pour pouvoir et le greffer si jamais il était vraiment très atteint. Et ça a ouvert d'ailleurs beaucoup d'autres sujets, notamment éthiques. Est-ce qu'on peut prendre ou non une partie de foie d'une personne saine pour traiter quelqu'un qui est malade, etc. Mais on a cherché avec difficulté comment on pouvait enlever et remplacer. Toute cette période nous a fait comprendre que ce qui comptait, c'était extirper, enlever, ôter en fait, contre le cancer, jusqu'à la dernière cellule, chercher des niches, chercher ces maladies résiduelles pour faire en sorte que l'on soit guéri quand il n'y a plus aucune cellule cancéreuse. Le but était donc de faire en sorte qu'on ne voit plus le cancer. Parce que l'idée principale qu'on avait en tête, c'était l'irréversibilité de la cellule cancéreuse. On ne peut pas traiter si cette cellule qui est complètement malade, qui est mal foutue. Donc, il faut absolument la faire disparaître, la détruire. Et donc, on a appris aussi à cette période que plus on se prenait tôt, plus la tumeur était localisée, plus on a des chances de guérir. D'où est venu le traitement précoce, d'où est venu, comme on l'a dit tout à l'heure, le dépistage, chercher le plus tôt possible pour pouvoir essayer de traiter. On a appris aussi
que plus la cellule était indifférenciée, plus la maladie était aiguë, et plus la cellule était différenciée, plus la maladie était chronique. On a donc des états qu'on classifiait entre maladie indifférenciée et une maladie chronique et maladie aiguë, et aussi des staging, comme on a dit, suivant la diffusion de la maladie. Et le quatrième concept que je prendrai est celui qui nous était rapporté par la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, nous faisant entrevoir donc une nouvelle vision du cancer. Et tout d'abord, on s'est dit, il faut attaquer par l'extérieur, parce que la cellule elle-même, on ne peut pas la changer. Donc on va l'attaquer par l'extérieur. D'où est venue l'idée de Judah Folkman qui a dit on va assécher cette tumeur en lui empêchant d'avoir des vaisseaux qui la nourrissent. Et donc tous les médicaments anti-angiogéniques, et lui-même en a trouvé, il a trouvé l'interféron, la thalidomide, l'endostatine, l'angiostatine. Mais jusque dernièrement, Napoléon Ferrara avait trouvé l'Avastin, c'est un anti-GEVF, et en fait, ces traitements anti-angiogéniques n'ont pas apporté vraiment la solution au problème, et les derniers essais cliniques ne montrent pas d'effets aussi probants, en fin de compte, avec tous ces médicaments. La deuxième voie était de se dire qu'il faut empêcher de faire des métastases, donc travailler sur les inhibiteurs de métalloprotéases qui permettaient de faire passer la cellule et aller à l'extérieur, là aussi, de la déception. On a essayé aussi de l'immunothérapie, on s'est dit on va augmenter des immunostimulants, moi j'ai connu de l'évamisol et bien d'autres, là aussi, déception. Jusqu'au jour où ça a été bien décrit dans le film, donc jusqu'au jour où ils ont trouvé ces checkpoints. Et avec ces checkpoints, en fait, ils ont avancé toute cette immunothérapie et ensuite les CAR-T-cells, et je pense que peut-être André Baruchel vous en parlera. Donc on arrive maintenant à une idée plutôt, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur la cellule elle-même? Et la cellule elle-même, c'est quoi? C'est sa différenciation, c'est sa prolifération, et c'est ça, et son apoptose. C'est-à-dire que les trois grands phénomènes, c'est qu'elle est bloquée dans sa différenciation, elle se multiplie, et elle ne meurt pas. Et là, on s'est dit que ce n'était pas possible, c'était impossible. Or, Léo Sachs, le premier, a mis des cellules immatures de lignée cellulaire dans les embryons, et il a vu qu'à l'âge adulte, ça donnait en fait, des cellules normales. Donc, vous pouvez différencier. Nous avons travaillé sur des patients, tout d'abord en voyant que des petites doses, à minima de chimiothérapie, permettaient dans le temps de faire différencier la cellule. Puis avec Christine Chaumienne, on a trouvé qu'on pouvait, avec l'acide rétinoïque, transformer une leucémie la plus grave, le leucémie aiguë promyélocitaire, en cellule normale. Tout ceci ouvrait une voie. 10 ans plus tard, ce qui a été trouvé, c'est qu'avec un médicament, on pouvait traiter la leucémie myéloïde chronique en supprimant sa prolifération. Donc c'est une deuxième voie. On pouvait arrêter la prolifération. Une troisième voie, actuellement, on cherche des médicaments anti-apoptose. Et ces médicaments anti-apoptose sont en développement, les anti-BCL2. Donc on peut transformer la cellule maligne, on peut la changer, on peut la modifier, on peut la rectifier, on peut la rééduquer. Ça, c'est une grande voie future. Donc qu'est-ce que serait le futur dans cette avancée? Le futur, certes, on va continuer la prévention, le diagnostic précoce, on va continuer le ciblage, on va continuer tout ce travail. Mais on va aussi continuer peut-être dans ces ruptures qu'on vient de voir à l'instant sur la différenciation, sur la prolifération et sur l'apoptose. On va continuer. D'ailleurs, la différenciation, c'est plutôt de l'épigénétique, vous entendez parler actuellement. La prolifération, c'est plutôt la transduction et tout son cycle ensuite jusqu'au cycle cellulaire. Et en fait, l'apoptose, c'est tout ce qui est autour de la mitochondrie, qui est la vraie pile énergétique de la cellule. Donc, on avance. On peut se poser une question. Est-ce que c'est la différenciation, la prolifération ou l'apoptose qui est le plus important? Dans le leucémie aiguë promyélocitaire, on a trouvé que la différenciation, même s'il y a d'autres problèmes cytogénétiques, mais si on fait différencier la cellule, eh bien, en fin de compte, ça remet tout en marche, puisque la cellule va différencier, ne prolifère plus et meurt. Donc peut-être là est une solution. Le deuxième point, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que dans la leucémie promyélocitaire, que l'on guérit par ce biais-là, par le déblocage de la différenciation, un seul traitement suffit. Alors que dans le leucémie myéloïde chronique que l'on traite aussi, qui remet la cellule sans prolifération, eh bien, il faut traiter tous les jours. Quelle est la différence entre les deux? On peut se poser la question, peut-être que dans le premier cas, en fait, ce qui se passe, c'est que le produit oncogénique, le produit dangereux, il est porté dans le broyeur de la cellule. Une fois qu'il est broyé, en fait, il sort des petites miettes, et ces petites miettes sont reprises, comme toutes les petites miettes de ce broyeur, reprises par le système d'histocompatibilité et présentées à la surface de la cellule. On peut penser que
puisqu'on a détruit le produit dangereux par le biais intracellulaire, on va déclencher une réaction immunitaire, puisqu'en fait, quand les miettes sont présentées, et c'est ça qui fait la permanence dans le futur. Peut-être donc le futur, c'est faire différencier la cellule et l'immunothérapie. Ce sont là peut-être les deux grandes voies futures. Et puis, il peut y avoir de nouvelles orientations. L'orientation qui est plutôt sur le métabolisme, par exemple, toute la physiologie cellulaire. Je vous dirais que quand il y a une voie qui est fermée, on prend un détour. Eh bien, aujourd'hui, les inhibiteurs de PARP chez les patients qui ont une mutation BRCA1, c'est exactement ça. Chaque fois qu'on a une autoroute qui est bloquée, on fait une déviation, eh bien, on peut faire la même chose dans la cellule. Quand c'est bloqué par BRCA1, on peut faire un détour pour faire le même rôle physiologique. On voit aussi que la metformine, en fait, quand on diminue au niveau des patients atteints de diabète, diminue le risque de cancer. Aussi parce qu'il y a des récepteurs. D'abord, c'est l'effet Warburg, on change complètement le métabolisme du sucre, et il y a des récepteurs sur la surface cellulaire, GLUT1, GLUT2, GLUT5, qui parfois permettent de faire ce changement de métabolisme. On voit qu'il y a aussi la physique qui peut revenir dans le futur. L'orientation du noyau fait que la cellule souche se différencie ou reste souche. La physique n'est pas si employée aujourd'hui. La pression sur la cellule, l'orientation de ce noyau, etc. On a des voies futures qui sont tout à fait possibles. Et je pourrais vous dire en terminant que si on voit le futur, c'est bien ce travail pas à pas, progressif, un peu d'ingénierie, d'esprit du génie. Et d'autre part, tous ces sauts qui sont anti-dogmatiques. Chaque fois, ça a été une surprise, que ce soit Marie Curie, que ce soit d'autres. Chaque fois, c'était une surprise, un saut technologique par serendipity ou par l'inattendu. Et ces sauts-là, c'est en fait contre l'esprit de découverte, ils donnent un nouveau champ. Et donc, c'est par ces deux biais, le travail pas à pas et par le saut technologique, que probablement on pourra guérir le cancer. Merci beaucoup.